C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un ex-membre de la Jet Set, l'un des pionniers du mouvement musical coupé-décalé. Serge Défalé, ou le César du coupé-décalé, est aujourd'hui âgé de 42 ans, marié et père de 2 enfants. En 1995, il abandonne les études en classe de 3e à cause du décès de son père. Les sillons d'une aventure vont alors se former dans sa vie. De coiffeur à jet-setter, il est actuellement PDG d'une société de communication et de distribution. Artiste-chanteur également, il fait une belle transition musicale. Du coupé-décalé à l'afro-gospel décalé, il a à son actif 3 maxi-singles à la gloire de Dieu. Je devais mourir à l'âge de 33 ans. Nous dit-il. Découvrons toutes les faces de cette pertinente affirmation sur le plateau de C'est Midi. À vous, Caroline. Merci beaucoup et pour cette voix suave. Et voilà, tout de suite et maintenant, nous allons donner la parole à Dr Philo pour que, selon lui, il nous donne son opinion de façon humoristique sur le thème du jour que je rappelle tout de suite. Je devais mourir à l'âge de 33 ans. C'est parti. Le thème du jour, selon Dr Philo. C'est vraiment fort, cette fois-ci très fort. J'avais dit que la fête est grave, mais cette fois-ci la fin sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a toujours sommet. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le présent du 50 premier temps qui est fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, et la légende vivante toujours. Là où vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les amis, j'aime les jaloux. Et il me permet de me corriger. Aïe. Les temps sont devenus durs. Aïe. Éthiopie gagne Côte d'Ivoire. Aïe, les temps sont durs. Aïe. Sinon, attends normalement dans mon bouquin. À l'époque, moi, Borona Siki, qui peut avec moi? Attends, le matin, il rentre, c'est les pieds des banques. Les temps sont devenus durs. Aïe, je ne peux plus faire ça. Aïe. Attention sur moi. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens avec mon Dieu. J'ai mon Dieu en moi. C'est Dieu. Il est toujours là. Il est toujours présent dans ma vie. Mon Dieu. Aïe. Alléluia. Oh Seigneur. Écoute, il y a quelqu'un qui me parle dans la tête. Il me dit que je suis à une grande émission qu'on appelle C'est Midi. Si c'est vrai, petit pardon. Oh Seigneur. Oh Dieu, c'est merveilleux. Il est merveilleux. Oh. Car Dieu me demande de te laisser un message. Il y a la lumière sur toi. Aïe. Dis amen. Amen. Dis amen. Et c'est la vérité. Oh. Dieu me parle tellement. Il m'a donné un nom. Boronasigi. C'est ça. Boronasigi, c'est pas petit pourquoi? Mon frère, il y a quoi pour toi? C'est toi? C'est ça. Oh Seigneur, j'ai retrouvé ton fils perdu. Approche mon fils. Dieu est en train de me dire que tu es possédé là où tu es. Jamais. Aïe, c'est pas petit pourquoi? Laisse-toi. Écoute mon fils. Mon frère. Écoute mon fils. Actuellement où tu es, il y a longtemps tu ne fais pas de spectacle. Si c'est vrai, dis amen. Regarde, amen. Dieu me parle, tu ne peux pas comprendre. Mais comment il fait pour savoir ça? Aïe. Regarde, actuellement, Dieu me dit que tu ne manges même pas à la maison. C'est tu. Aïe, c'est gros galère. Aïe. Dieu est en train de me parler. Il me dit des choses encore plus fortes. Oh Seigneur, c'est impossible. Regarde, viens. Tu as caché des trucs là. Non, faut pas toucher de là. Ça, c'est mon Dieu. Seigneur. Aïe, c'est mon Dieu. Écoute, regarde. Moi, mon Dieu, quand il parle, personne ne parle. Regarde. Oh Seigneur, il est merveilleux. On applaudit pour Dieu, s'il vous plaît. On applaudit. Regarde. Oh, mais c'est voué à l'échec. C'est ça, avec mon Dieu, ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Change de vie, mon fils. Change de vie. Regarde, c'est pour ça. Regarde, viens. Tu vas danser à la gloire de Dieu, tu seras libéré tout à l'heure, mon fils. Regarde, c'est la danse de la libération. Et quand je fais comme ça, que tu attrapes, regarde, tu vas commencer à tasser. Allez, tu tasses. Allez. Ah! Oh, regarde. Oh, Seigneur. Regarde. Oh Seigneur. Oh regarde. Quand je vais donner le dos, regardez ce qui va se passer, il va se réveiller. Oh dis amen, pardon. Oh Seigneur. Bravo. Mais c'est où? Ça va? Caro,
Ouais. Apparemment. Ouais, Serge Defalé. Ouais, c'est Mais on lui. était ensemble de l'autre côté, tu m'as dévancé. Ah ouais, c'était une mort spirituelle et je suis revenu à la vie, mon frère. Mon frère. Ouais. Mon frère. Merci beaucoup. Donnez votre vie au Seigneur, Merci c'est à le plus Dr important. Philo et à Abraham. Merci infiniment. Eh bien, Paterne s'est retrouvé dans les rues de Cocody et je vous assure qu'il a osé poser une question qui donne des frissons. Si l'on vous communiquait la date de votre mort, que feriez-vous? C'est parti. Chris Paterne à Sémian, c'est votre opinion. Salut Caroline, il paraît que tout est aujourd'hui possible sur Internet. Connaître la date de sa mort, cela peut paraître effrayant pour certains, insolite pour d'autres. Mais en réalité, si l'on vous communiquait la date de votre mort, que feriez-vous? Votre opinion nous intéresse. Dans un premier temps, sûrement que ça va te traumatiser un peu, ça va te mettre mal à l'aise, mais après, tu vis en fonction, tu calibres ton existence en fonction. Si c'est dans un bref délai, à mon avis, on fait l'essentiel de ce qu'on doit faire. Si il arrive que quelqu'un te dise que voilà, tu décèdes tant, faut avoir vraiment la tête sur les épaules. Là, tu fais référence à ton Dieu. Je pense que c'est Dieu seul qui connaît la fin de tout le monde. Donc, je pense que ce sont des sottises. Je ne crois pas en cela. Et... La mort, c'est vrai, voilà. Ça peut arriver, hein. On peut dormir et puis aller mourir. C'est le Seigneur seul qui peut dire la mort déjà. Le Seigneur seul. J'aurais peur, j'aurais tout le temps cette idée dans la tête. Quand on dit je vais mourir tant, quand on dit je vais mourir tant. Quand on meurt, on sait qu'on doit mourir un jour, mais c'est le jour qu'on ne sait pas. C'est un peu un chemin en fait. Ah vraiment, ici en tout cas dans tous mes états. Hein. Bon vraiment, bon, il ne sait pas comment il voit la chose quoi. Il ne sait pas comment il pense ça. En tout cas, il ne serait pas content. À moins c'est d'être frappé par une malédiction, mais il faudrait y croire. Caroline, nul ne peut prédire la mort de l'autre. Nous, voici midi, on continue de célébrer la vie. À vous, le studio. Merci infiniment. Et nous savons tous que la mort est notre futur et notre avenir le plus certain. C'est donc un impératif pour nous de bien vivre, de bien gérer ce trésor que nous avons, qu'est la vie, tant que nous sommes sur cette terre. Serge Defalé, bienvenue sur le plateau de ce midi encore une fois. Merci, merci. Je remercie tout d'abord, avant tout propos, je tiens d'abord à remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce que c'est par sa grâce que je suis là sur ce plateau aujourd'hui. Et je tiens à dire que tout ce que je dirai sur ce plateau soit que pour la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pas pour la mienne. Alors, Serge, c'est en 1996, alors que vous étiez âgé de 19 ans, que vous avez décidé d'aller en France à l'aventure. Bien sûr, ça n'a pas été facile dans les débuts. Quand je suis arrivé à Paris dans les années 96, tout d'abord, le lendemain de mon arrivée, j'étais hébergé par des amis dans un squat. Un squat, c'est-à-dire une habitation qui n'est pas dans les règles de l'art. Donc, 2 jours après, la police a débarqué dans le squat et ils nous ont mis dehors. Donc, du coup, je me suis retrouvé déjà à la rue. Au bout du 3e jour, j'étais déjà à la rue. Donc, la stratégie que j'avais trouvée pour m'héberger, je prenais le métro, je faisais les stations les plus longues. C'est-à-dire, je prends le métro d'une destination à une autre destination qui peut durer au moins 1h30 et je dors sur tout le trajet parce qu'il fait plus chaud dans le métro. Et dans la nuit, j'allais dans des endroits plus chauds qui veillaient jusqu'au matin parce qu'il y avait des cadres, des lieux et tout ça, donc je restais là. Ça a duré 2-3 mois. Voilà, j'ai commencé mon aventure en France comme ça. Et dans la journée, je mangeais ce qu'on appelle la soupe populaire. La soupe populaire, c'est les lieux où on donne la nourriture gratuite. Et je me lavais dans les toilettes publiques de Châtelet et tout ça pour être toujours propre. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait être beaucoup propre. Donc, à la suite de ça, un jour, j'ai rencontré un ami. Avant cela, je veux dire, puisque lorsque vous étiez à Abidjan, vous étiez coiffeur et vous gagnez très bien votre vie. Oui. C'est en thésaurisant de l'argent même que vous avez pu payer votre billet d'avion, tout cela. Voilà. Mais je veux dire, quand vous arrivez, que la situation est si difficile, est-ce que vous n'appelez pas votre mère pour lui dire, à un moment, il faut que je revienne parce que ça ne va pas du tout? Si, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu long. Donc, sinon, j'appelle mes parents, effectivement. J'ai dit à ma mère, je vais revenir parce que le business que j'ai en Côte d'Ivoire à l'époque, en 96, le salon de coiffure peut me rapporter facilement entre 30 et 40 000 francs CFA par jour. Donc déjà, c'était une somme assez consistante parce que je pouvais faire ce que je voulais. Je m'habillais comme je veux, j'ai acheté des chaussures chères, je faisais ce que je voulais. Et donc, laisser ce business-là qui me rapportait autant d'argent par jour,
Bon, après, j'ai dit à ceux qui étaient là de donner un peu d'argent à ma mère pendant qu'il travaille là. Ça, donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer d'évoluer pour voir comment je peux gagner plus ma vie. Donc, ma mère m'a dit, ah, mon fils, tu es déjà parti. Essaie de te débrouiller comme tu peux. J'ai dit, OK. Donc, c'est ainsi, l'aventure a commencé à Paris. J'ai rencontré une personne que j'avais aidé dans le temps quand il était à Abidjan, parce qu'il était malade, mais il était français. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, mon frère, j'ai trouvé le problème, je suis à la rue. Il m'a pris, il m'a dit, bon, ah, comme tu m'avais aidé quand j'étais à Abidjan, viens, allons chez moi. Mais ici, si tu n'as pas de papiers, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit, effectivement, quand je vois la police, je me cache. Il dit, ah, c'est un peu difficile. Bon, tiens, voilà mes papiers, voilà mon nom, mais cherche un boulot. C'est là que je suis devenu ce qu'on appelle un immigré clandestin. Parce que tu es là, mais sur une autre identité. Parce que je n'avais pas. Donc, je prends les papiers de ce dernier et je commence à me... C'est là que je commence à être en mouvement. Vu que maintenant, je peux bouger, je commence à voyager et franchement, ma vie commence à prendre une autre... Ça change un peu. Je commence à être plus propre, à être plus bien. Je m'habille bien. Et voilà, je commence à sortir un peu. Serge Defalé à Paris, on commence à entendre mon nom dans les années 97. Voilà. En ce moment, 98... il y avait ce qu'on appelait le coupé cloué. Ce n'était pas encore le coupé décalé. C'était le coupé cloué. Mais voilà. Déjà, avant d'y arriver, c'est par le biais du mariage que vous avez pu régulariser votre situation. Non, c'est après cela, j'en viens. Dans l'élan du coupé cloué, dans cette fougue, je rencontre une jeune fille de qui je tombe amoureux et on a un enfant. Et comme elle est française, je deviens maintenant ma carte de séjour parce que je suis père d'enfants français, ce qu'on appelle un ayant droit. Donc, c'est comme ça que je régularise ma situation. Et là, de là, je commence à travailler dans le transport. Je monte une société avec un poste qu'on appelle Egg Trans Express. Avec votre propre nom maintenant? Oui, là, je suis à mon nom. D'accord. Là, je suis à mon nom. Et en l'an 2000, je viens maintenant à Abidjan pour la première fois en vacances avec mes papiers et tout, en l'an 2000. Donc, je viens au quartier, à la race, tout le monde me voit. C'est des de retour de Paris. J'envoie des paires de Weston, le Parigo. Voilà. J'imagine vous imaginez, le voilà. Boucan, Le Parigo. Le Boucan voilà. du Benglis qui est de retour. Voilà. Après 4 ans. Voilà. Donc, à mon retour sur Abidjan et sur Paris, en l'an 2000, je vais maintenant un jour sur le boulevard Sabou Sendi pour me coiffer. Et là, je fais la rencontre de Douk Saga. Il m'approche, il me dit, ah, dis-moi mon frère, c'est Serge Defalé. J'ai dit, oui, je te vois, tu t'habilles bien, on parle de toi ici. Moi, j'aimerais qu'on soit des amis. J'ai dit, mais on ne se connaît pas. Moi, ici, venu à l'aventure, toi, tu as l'aventure, tu as fait quelle amitié? On est venu chercher l'argent, mon frère, cherche pour toi, moi, il cherche pour moi, il avance. Il me dit, non, il faut qu'on soit des amis, donne-moi ton numéro. J'ai dit, bon, ok. Je lui donne mon numéro et j'avais voyagé, j'étais parti en Suisse, donc j'étais en roaming. Donc, il m'appelle à chaque fois, mais je ne décrochais pas. Mais lui, pour lui, c'était du genre, je me foutais de lui, donc il me laissait des messages, il m'a laissé plein de messages. Et j'étais avec Lino Versace. Je dis, mais Lino, il y a un gars qui m'appelle, me laisse des messages à chaque fois, je ne sais pas ce qu'il me veut. Mais quand on va rentrer à Paris, on va gérer ça. Et en même temps qu'on arrive à Paris, c'était en 2000, fin 2001. Il y a le groupe Anti-Palu. Denis, Pien, Bola, Bani. À l'époque, ils sont arrivés à Paris pour un spectacle. Étant donné que nous, on n'avait pas la possibilité de pouvoir voir nos artistes du bled, parce qu'il fait froid, on a des problèmes. Donc le fait de les voir, on a eu cette moustache ce jour, on dit non, on va sortir, on va les gâter le coin, comme on dit, on fait le boucan là. C'est-à-dire aujourd'hui là, on va tout mélanger dans la boîte. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on part à l'Atlantique. J'étais avec Lino Versace, Las et 2 autres amis. Et je croise Douk Saga à l'entrée de la boîte. Donc quand on se voit, on se croise, je le salue, il me salue froidement et puis à un ton énervé. Il était avec son cousin Chakoul que je connais bien. Donc je dis, mais Chakoul, ton cousin, il a quel problème? Chakoul me dit, ah, je sais pas, il dit non, que toi, tu es foutu de lui. J'ai dit, oh, mais n'a qu'à laisser ça. Donc du coup, moi, je viens m'asseoir et Anti-Palu, quand il commençait à chanter, ils m'ont appelé, je me suis levé, j'ai donné un billet. Dès que j'ai donné le billet, lui s'est levé automatiquement, il a donné notre billet. Donc je le regarde et je vois qu'il me snob. On dirait qu'il veut mettre ça dans une histoire de concurrence. Donc je me suis levé encore, j'ai commencé à donner des billets. Lui aussi, il donne, je donne. Donc Lino, c'est devenu. Voilà. Donc c'est dans cet exercice de style que le coupé décalé commence à devenir une polémique dans la ville de Paris. On dit il y a des jeunes qui jettent... Comme on le dit, on le dit à Djamé, c'est seulement vous les Ivoiriens, vous aimez les yeux. Voilà. Donc c'est un mouvement des yeux, voilà. En fait, non mais ça. Franchement, c'est-à-dire que quelle est cette attitude ostentatoire? Vous allez dans un pays étranger justement, pour vous chercher et vous amuser comme ça avec l'argent. On est rentré d'un amusement parce qu'il y avait ce manque-là, de la chaleur du bled. Donc c'est ainsi, la semaine d'après, Chakoul m'appelle, me dit, mon cousin veut te voir parce que avec tout ces bruits-là, viens, on va discuter. Donc on avait rendez-vous au 74 rue Macadé. Je vais avec Lino, je crois Chakoul, je crois Douk. Je dis c'est comment? Il me dit non, laisse tomber. J'avais déjà dit qu'on allait marcher ensemble. Pourquoi tu fais des histoires tout? Mettons-nous ensemble. Je dis bon ok. Donc à partir de maintenant, on s'appelle la Jet Set. C'est comme ça qu'est né le coupé décalé. Ah d'accord. Voilà, ça fait quand même du bien de revenir
sur l'historique, sur les origines de la jet set, du coupé-décalé. Voilà. Alors, à partir de cet instant, dès que vous vous mettez ensemble, qu'est-ce que vous faites pour faire prospérer le mouvement? Là, maintenant, on devient, si vous voulez, un peu comme des personnes extraordinaires. On ne s'habille plus comme les gens de Paris. Après, on a d'autres potes à nous, on a d'autres amis qui nous rejoignent, avec qui on était déjà, on marchait déjà pratiquement ensemble, mais on ne faisait pas les choses ensemble, donc on se rejoint. Donc on commence à taper les vêtements que vous voyez, les vêtements que je te connais, le coupé-décalé. Est-ce que c'était vraiment différent, on va dire, des vêtements des Congolais? Oui, non, pas trop, mais nous, on avait créé un style à nous, qui était un peu le style qu'on appelle aujourd'hui fashion, parce qu'on ne connaissait pas les fashions en ce moment. D'accord. Donc voilà, donc on était très fun, très fashion et tout. Et du coup, quand le mouvement naît, un jour, il y a David Monceau maintenant qui vient à l'Atlantis, qui me croise parce que je le connaissais à la race. Quand j'avais mon salon de coiffure, il venait et tout. Il me dit, mais tu sais que tous les dimanches, c'est à cause de vous que les gens viennent ici. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais vous êtes différents. Votre manière de vous habiller, votre manière de danser, vous avez des pas bizarres. À chaque fois, les gens parlent de ça en ville. Vous jetez de l'argent quand les artistes passent. Mais qu'est-ce qui se passe, votre truc là? J'ai dit, ah, nous, on ne sait pas. Nous, on fait ça pour s'amuser. C'est pas pour quelque chose. Il dit, bon. C'est là qu'il va vous suggérer de rentrer en studio. Et là, maintenant, moi, je me déplace, j'échange avec Doug. Doug me dit, ah, ça m'intéresse, présente-le-moi. J'ai dit, ok, donc je présente Doug à David. Doug rentre en studio et il sort le titre Sagacité. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Sagacité, bon, on compose le titre. Entre nous, il dit, ah, mais c'est ça, moi, il ne sait pas chanter, on fait comment? Il dit, mon frère, si c'est chanson, tu ne vas pas l'écrire pas. C'est quoi, on fait la prendre, tu mets dedans, avancer. C'est tout. Il y a une danse qui a été créée là, Sagacité. Oui. Puisqu'on y est en même temps, dans le feu de l'action, je vais vous demander à ce moment-là, tout ce jeton, tout cet argent de travaillement provenait d'où? Bon, parmi nous, il y a certains qui travaillaient, d'autres faisaient leurs affaires. Après, moi, je parle de moi, ma vie. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un à parler. Bon, pour vous, là, tu étais où? Moi, je travaille avec Trans Express. Je faisais transport, livraison. Il y a des témoins qui sont là. Il y a des moments où je sortais de l'Atlantis le matin et je prenais mon camion pour aller travailler. Mais il y avait des activités un peu louches. Oui, il y avait des activités parallèles. Mais c'était le mouvement où c'était pas non. Après ça, c'est la polémique. C'est parce que c'est les choses sur lesquelles on ne voulait pas rentrer. C'est quand tu lances un mouvement, tu ne veux pas trop étayer sur la polémique. Donc, c'est dessus, plus ou moins que, voilà. Donc, après ça, comme vous avez su, il y a eu Doug Saga qui est tombé malade en 2006. Quand il est tombé malade, ça a duré 8 mois, il est décédé. Et justement, c'est-à-dire que normalement, avec vous, on peut ne pas poser de questions et puis aller pour le témoignage. Mais justement, je veux qu'on revienne au cœur du sujet, puisque le thème nous dit aujourd'hui que vous devriez perdre la vie à 33 ans. Voilà. Comment c'est arrivé? Bon, lors du décès de Doug Saga, il y a eu une remise en question. Parce que tu as un ami, vous faites des choses ensemble, vous êtes dans un mouvement qui prend le monde, et du coup, le gars, il décède. Tu vas à la morgue, tu vois son corps. Mon frère, il faut être qui tu veux, tu vas commencer à réfléchir. On rappelle qu'il est décédé à l'âge de 2006, à l'âge de 33 ans. Donc moi, du coup, j'ai eu une peur, parce que spirituellement, je ne connaissais rien, je ne partais pas à l'église, je partais chez les mystiques, je ne faisais rien. J'étais, comme on dit dans le jargon, un poulet sans propriétaire. Moi, je marchais comme ça. C'est qu'un sûr, j'étais sage, il fallait, je croyais en moi. Ça, c'est clair. Et en ce que je savais faire. Donc, du coup, Doug est décédé. Donc, les questions se posent. Donc, autour de nous, les gens commencent à envoyer maintenant des informations. Ah, il a vendu son âme au diable. Ces médicaments, ils ont lancé ça. Bon, toi, le petit parigot, tu es venu d'Abidjan dans ton coupé-décalé, tu ne comprends pas tous ces Français qu'ils disent là. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a un qui me dit maintenant de là, ah, mon frère, votre affaire là, c'est compliqué. Faut faire, on va partir au Bénin, ils vont faire un truc pour te protéger là-bas. Parce que tu as vu que Doug Saga est mort. Parce qu'il y avait quand même la psychose. Mais la psychose s'est installée, ça c'est clair, parce que tout le monde a vu le boom national que ça a été, jusqu'à un point où tout le monde a répété ça dans le monde entier. Mais si tu es concerné, et que là tu commences pas à te poser des vraies questions, c'est que le problème c'est toi. Voilà, parce que avoir un problème là, c'est quand tu ne reconnais pas que tu as un problème, que tu as un vrai problème. Donc du coup le gars est couché là. Non, voilà ça. Donc moi il commence à méditer. Parce que moi, je suis quelqu'un beaucoup qui toujours en train de penser, dit, ah, le gars est mort, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est dans quoi même? Donc le gars en question, qui était à côté de moi, qui était un de mes gars aussi, me dit, non, laisse-moi faire pour toi. Ben, il dit, mon frère, moi, il m'a à Paris, hein. J'ai des conseils, j'ai des trucs qui m'attendent là-bas, vos histoires des médicaments, moi, je ne suis pas dedans. Tes propositions, là, moi, il m'en laisse ça tomber. J'arrive à Paris, le gars insiste, il m'appelle. Il me dit, bon, je suis au Bénin, je ne veux pas grand, je ne veux pas l'argent, rien, donne le nom de tes parents. Ah! J'ai dit, mais mon frère, c'est que tu allais faire au Bénin là-bas, là. Fallait gérer tes trucs, pourquoi c'est le nom de mes parents, toi tu veux? Il me dit, non, mais il te dit, on fait un sacrifice pour toi, tu as eu un mouvement là, comment ça y est, 2 jours là, on parle de toi, on dit, tu viens de faire le grand journal en France, tu as des conseils aux États-Unis, tout le monde parle de ça ici, hein. Donc si tu ne fais pas attention, ils vont te lancer, hein. J'ai dit, mais qui peut me lancer? Dans le milieu là, mon chef, il faut laisser tes histoires là. Donc finalement, moi, vous allez finalement, je lui donne mes parents au téléphone. 2 jours après, la mère de mon fils me regarde et me dit, sors de la maison. Sans raison? Sans raison, sans aucune, je dis bien sans raison.
Elle me regarde comme ça. Elle dit, Serge, sors d'ici. J'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, cette fille? Je suis là, mais il y a quoi? Je vais voir sa mère. Elle dit, elle ne veut rien savoir. J'appelle les tantes. Tout le monde, un mois, je négocie. Elle dit, j'étais dit de sortir de la maison. Et finalement, vous vous retrouvez où? Je me retrouve à la rue, comme quand je venais d'arriver en France. Donc là, quand je me retrouve à la rue, je me dis, attends. Est-ce que tout de suite, vous faites le lien? Non, je ne fais pas le lien. Parce que dans ce sens-là, même ta réflexion même est diminuée. Parce que tu ne dois même pas trop réfléchir. Donc, je ne fais pas le lien. Parce que tu es dans un truc, donc ça tape même sur ta réflexion. Donc, du coup, je sais, je ne fais pas le lien. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vivre comme si je viens d'arriver à Paris. Après près de combien d'années? Non. Même malgré ça, je prends mon mal. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup battant. Donc, je me lève, je trouve un appartement. Ça se sent dans votre façon de vous exprimer. Je me bats, je trouve un appartement et je prends l'appartement et tout, je reste dans l'appartement. Après, je dois aller faire un concert aux États-Unis et ma carte de séjour était à 2 jours de péremption. Et le concert, c'était le week-end. Donc, je regarde, je dis, ah, comme j'ai un peu de difficulté, c'est une histoire de près de 4 000 $, 2 millions de francs CFA. J'ai parti prendre ça rapidement pour revenir. Donc, le gars en question, il quitte maintenant Abidjan, il vient me trouver à Paris. Il vient chez moi à la maison. Il est là, je le belge encore dans ma maison. Il est à Paris, c'est pas il va rester, il le prend, il le belge dans ma maison. Il me pousse, il me dit, va, faut partir. Va, faut partir. Va, faut partir. Donc il dit, ah, s'il rate l'avion, ça peut être compliqué pour moi. Il dit, va. Je vais. Je finis le concert le lendemain, j'arrive à l'aéroport. Je monte dans l'avion, je suis assis. L'avion quitte le hangar un peu. Après, l'avion s'arrête, il retourne au hangar. Donc je suis assis, les gars parlent anglais dans le truc. Les amis, gentlemen. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Donc il touche un gars, il dit, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Avion là, c'est comment? Il dit, ah, apparemment, il y a un problème dans le moteur de l'avion là, ils vont réparer tout avant qu'on bouge ici. J'ai dit, on dirait mon père a commencé. Comment ils vont réparer l'avion là? Et si ça ne bouge pas? Donc je pense maintenant à ma carte de séjour. On est resté là 2 heures, l'avion ne bouge pas. On dit, descendez, allez prendre des chambres d'hôtel, demain on prend le vol. J'ai dit, mon cœur commence à battre dans l'aéroport là. J'ai écrit dans l'aéroport, ils disent non, net. J'ai dit, ok, je prends une chambre à l'aéroport. Le lendemain, je viens, j'ai tant mon passeport. La femme me regarde, elle dit, mister, you don't take this flight. J'ai dit, what do you say? Elle dit, tu ne montes pas d'avion là. Mais c'était quand même prendre un gros risque, je veux dire, avec votre passeport qui avait déjà expiré. Justement. Ouais. Mais avec les soucis que j'ai rencontrés, j'avais aussi besoin d'argent, donc j'allais prendre le risque. Donc elle me dit, tu ne montes pas de cet avion. Mais madame, comment moi, il y a monté dans cet avion aujourd'hui, je commence à tchafoutre dans l'aéroport. J'appelle l'ambassade de France. Ils me disent, monsieur, déposez votre passeport à l'ambassade de France aux États-Unis. Ils vont vous donner un visa de retour dans 3 mois à Paris. Ah, là, on est le 12 novembre 2019. Et pardon, 2009, excusez-moi. On est le 12 novembre 2009. Ici à l'aéroport de Washington. J'ai dit, non, c'est pas possible, mais 2 mois, c'est qu'il est rentré dans janvier 2010, tout ça, c'est compliqué. Il me dit, ah, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous. J'ai dit, ok. J'appelle mon cousin à Washington. J'ai dit, donne-moi ton adresse. J'ai déposé mon passeport, ils vont m'envoyer mon visa retour. Il me dit, ok. Je lui donne mon adresse. En février, il y a l'investiture du président Barack Obama. Donc j'ai dit à mon cousin, ah, là, on est en 2010. Ouais. Là, on est en 2010. Ouais, là, on est en 2010. Ah, aux États-Unis. Vous êtes resté là-bas? Je suis resté, oui. Ouais. Je suis là-bas, je suis aux États-Unis. Je n'ai pas bougé. Donc en 2010, maintenant, j'ai dit à mon cousin, ah, il y a l'investiture, allons faire un tour. Mais j'ai récupéré mon passeport avec le visa retour pour Paris, tout. On fait un tour à l'investiture. Demain, je prends le vol, je vais à Paris. Il me dit, ok. Donc on va à l'investiture du président Barack Obama. Dans la foulée, tout ça, il y a un mouvement de foule. J'avais une veste, il faisait chaud, j'allais ma veste, j'attrape de tourne. Ma veste tombe. Donc il dit à mon cousin, mais Ouzo, tu as pas eu ma veste, Rommel? Il me dit, mais oui, tu avais une veste. J'ai dit, oui. J'ai dit, écoute, j'ai dit à quoi? Il dit, mon passeport était dedans. Wow. Mais moi j'ai une question, mais pourquoi tu as accepté de donner ton nom à ce gars et l'héberger chez toi en fait? Je ne sais pas, c'est ce que j'explique. En fait, je ne connaissais rien de tout ça. C'est ce qu'on appelle, j'étais un incrédule, mon frère. Je ne connaissais rien de toutes ces choses-là, en fait. Donc, quand, là, maintenant, mon passeport se perd, je commence à comprendre que je commence à avoir de sérieux problèmes. Ma petite soeur cherche à rentrer en contact avec moi depuis Abidjan parce qu'elle a sa copine qui prie beaucoup, qui est rentrée chez nous à la maison, qui causait ma petite soeur, qui dit, ah, j'ai prié, le Seigneur m'a présenté ton frère, il est aux États-Unis, il va avoir des problèmes. Ma petite soeur dit, comment? Elle dit, ah, s'il ne se lève pas, il va mourir où il est là-bas. Que c'est une œuvre de la sorcellerie, que c'est quelque chose qu'ils ont lancé sur lui depuis le Bénin. Et justement, donc, quelle est votre réaction quand la réaction, ma petite soeur, l'information? Ma petite soeur, la fille donne l'information à ma petite soeur. La petite soeur dit non, moi mon frère n'est pas aux États-Unis, il est en France. Parce que moi, il ne vit pas aux États-Unis, je vivais en France. Mais elle ne savait pas que je m'étais déplacé. Mais je lui ai envoyé un mail et puis je vois. Donc, elle m'envoie le mail, le lendemain, il répond, il dit, ah, je suis ici, mais j'ai trop de problèmes, je ne comprends pas. Donc, j'explique tout dans le mail. Elle me dit, ah, attends, appelle-nous, donne le numéro. Donc, j'appelle depuis les États-Unis. La fille me prend au téléphone, elle s'appelle Josie. Elle me dit, Serge, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève.
Mais le Seigneur Jésus-Christ me dit de te dire que de là où tu es, mets-toi à genoux. Et puis reconnais que comme ton Seigneur est ton sauveur, commence à prier et puis ça va s'arrêter. Sinon, tu vas te retrouver à Abidjan. Vous allez obéir ou pas? J'ai dit, c'est qui Jésus-Christ? Moi, ici, Serge Défalé, toi, tu parles de quoi au téléphone là? Vos histoires d'État, ici, un boucantier. Donc, ce que toi, tu dis là, moi, je ne fais même pas ça même. Laisse ça. Moi, c'est un boucantier très, très fort. Il sait faire le monde entier. Tu parles de quoi? Que Jésus-Christ. Elle me dit, OK. Moi, il t'a dit, maintenant, c'est toi qui vois. Il dit, oh, pardon là. Je vais à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il dit, bon, je veux un visa, et je vais refaire mon passeport, tout ça, aux États-Unis. Hein. Il me dit, ah, monsieur, on est passé à l'étape biométrique. Hein. Si vous voulez un passeport, vous devez vous rendre à Abidjan. Oh, mais Abidjan, c'est qu'elle a dit là. Mais comme ça, hein. Paye mon billet, j'ai fait un laisser-passer. J'ai descendu à Abidjan. Mais le jour où j'arrive à Abidjan... Vous allez quand même avoir une autorisation pour sortir. Oui, oui, j'ai fait un laisser-passer. Voilà. Mais le jour où j'arrive à Abidjan, je ne préviens personne. Parce qu'en général, je ne suis pas le genre de personne qui dit ces choses. L'avion arrivait à Abidjan à 2 h du matin. À 2 h du matin, la fille en question était chez nous à la maison, au domicile de mes parents. Elle arrivait, toute la maison. Elle dit, maman, Florence, l'avion de ton frère vient d'atterrir à l'aéroport. Que Jésus dit, ton frère vient d'arriver. Donc moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Hein. Je prends mes affaires, je prends mon taxi, j'arrive à la maison familiale. Quand j'ouvre la porte, je tape, tout le monde est réveillé. Je dis, mais comment vous savez que je suis là? Donc eux me réveillent, ils sont étonnés. Donc la fille me réveille, dit, mon frère, il faut donner ta vie à Jésus. Je dis, c'est qui c'est là? Ma soeur ici qui est aux États-Unis, je suis fatigué, il ne faut pas venir m'emmener. Où je suis couché? Quand elle dort, elle vient me réveiller. Mon frère, lève-toi. Commence à prier. Aïe, parce que c'est facile. Pardon là. Les mains dans palabre. Elle dit, mais j'étais parti, n'écoute pas. Le lendemain, 2 jours après, quand on se croise dans la maison, quand on se croise, hey, mon frère, il dit, hey, qu'est-ce qu'il y a même? Tu veux quoi même? Elle dit, non, mais écoute-moi, elle dit, oh, pardon là. Il met dans palabre jusqu'à la fille même, elle ne pouvait plus, non, elle a quitté la maison. De là, j'avais 32 ans quand cette histoire s'est passée. En 2009. J'allais sur mes 33 ans. Et ma date de naissance, c'est le 4 avril. Et comme j'étais à Abidjan, j'avais toujours mes connexions de concert, j'avais sorti un son tourbillon. Donc, j'avais un concert au Bénin. Dans le même Bénin, on m'a invité pour un concert. J'arrive au Bénin le jour de ma date de naissance, le 4 avril, pour le concert. Je suis à l'hôtel, à midi, j'ai faim. Donc, je descends de l'hôtel, je veux marcher. Et le même jour du 4 avril, c'était la Pentecôte. Donc, il y avait un chemin de croix. D'accord. À midi, vous avez faim, là, il est 12h30. Voilà. Et nous avons soif de pub. Alors, Serge Défalé, on part pour la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette histoire. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Le César du coupé décalé, Serge Défalé est donc notre invité témoin du jour. Mais qu'il me soit permis de saluer le public dans ce studio, les Amazones de la paix. Les Amazones de la paix sont avec nous. De quel côté? Vous avez oublié votre nom ou quoi? La présidente est Madame Annan Pélagie. Et c'est l'anniversaire de Madame Begré Elvire. Joyeux anniversaire. Woman Force One, de ce côté-ci, je crois. Bienvenue. La présidente, c'est Madame Fondio. L'investiture du réseau, c'est le samedi 23 novembre à 14 h à Koumassi. Bonne chance. Nous saluons également l'Union des étudiants du Gontougou et du Boukani. Gontougou et Boukani. Monsieur Krakwadio Amadou Gérardo, bienvenue à vous. Et le fan club, c'est midi. Merci de votre fidélité. Alors, Serge Défalé, nous parlions donc de cette mort spirituelle, voilà. Pour emprunter le langage religieux. J'avais faim et je sors pour aller manger. D'accord. Et ce jour-là, c'est la Pâque, en fait. Il y avait un chemin de croix. Donc, je traverse le chemin de croix et je sens une forte présence sur ma personne qui me met à terre. Donc, je tombe. Boum, quand je tombe, ceux qui sortaient faire le chemin de croix, ils me soulèvent, monsieur, est-ce que ça va? Je dis, c'est pas, il y a quelque chose qui vient de me traverser. Ils disent, mais vous êtes sûr que ça va? Je dis, c'est pas tout. J'étais un peu étourdi.
Mais toujours, quand tu ne connais pas, tu ne sais pas, c'est quelque chose qui vient de se passer à l'instant même, le jour de mon anniversaire où j'avais mes 33 ans. Donc j'ai fait le concert, ça se passe bien et tout, je rentre sur Abidjan, je continue mes activités et ça commence à remonter. C'est-à-dire le Serge Defallé que je commence à reprendre la même hauteur, la même dimension, les mouvements bougent, j'achète une nouvelle voiture. En tout cas, tous mes trucs bougent, parce que tout était bloqué à un moment. Et le temps que je pouvais repartir à Paris, il y a eu la crise en 2011. Donc je suis resté sur place. Après la crise, j'ai dit bon, le pays se relance, attends, j'ai lancé mes activités, je sors un nouveau son, Boitouma. Donc je suis encore en fouca dans la ville, je suis dans mon bouquin. Oh, des falaises. Oh. Un moment, boum, je tombe malade et je commence à m'enfler. Je suis là, je m'enfle seul. Vous à la avez fait maison. les examens? J'ai fait les examens, je vais à l'hôpital, je vais partout, je demande qu'est-ce qui se passe. Ma soeur, tout le monde dit non, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tant que la fille qui avait quitté la maison, là, je la cherche. J'ai dit, mais Florence, et ta camarade là, elle est où? Elle dit, ah, mais elle est partie au Ghana. J'ai dit, et c'est là, il faut que je... Donc je l'appelle. J'ai dit, allô, ma soeur. Je commence à m'enfler jusqu'à mes yeux veulent se fermer. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle me dit, depuis qu'elle te parle, tu ne veux pas écouter, tu es revenu encore. J'ai dit, mais... Mais là, vous croyez sincèrement que c'était fini pour vous? Non, parce que là, maintenant, là, non. Là, quand elle est en train de me parler, elle me dit, ah, Dieu même va te parler. J'ai dit, ok. J'ai fait un songe. Je me vois dans le songe, je suis couché. Et je vois des visages avec des larmes autour. Les gens ont des larmes aux yeux. Donc, le songe m'a énervé quand je me suis réveillé. J'ai dit, mais attends, c'est quelle affaire de les gens pleurent sur moi? Non, mais pourquoi? Donc, ça m'a galvanisé. J'appelle la fille, elle dit, allô, j'ai fait un songe, les gens sont en train de pleurer sur moi. Je ne comprends pas ce qui me passe. Elle dit, ah, on te parle, tu n'es pas écouté. Donc, tu as vu ta mort. C'est pas que c'est ta mort que tu as vu comme ça. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit, non, mais donne ta vie à Jésus, commence à prier, fais des choses, sinon ça sera compliqué pour toi. Et finalement? J'ai commencé à prier dans la nuit. Elle a dit, bon, ok, Jésus, toi, ton affaire, on voit clair aujourd'hui. Donc, pendant que je priais, je commençais à sentir que je commençais à me désenfler un peu. Donc j'ai dit, ah, mais André, Jésus, c'est un peu sérieux. Bon, ok, papa, je suis là, je continue le lendemain, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je continue jusqu'à sur 1 mois. C'est descendu. Et là, quand ça se dit, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, ok, c'est que peut-être c'est fini. Je fais un songe encore. Dans le songe, je me retrouve à peu près dans le même lieu. Mais là, maintenant, en train de me battre des gens pour quitter là-bas. Là, je suis à la 2e étape. Là, on peut dire que vous êtes revenu à la vie. Oui, parce que je suis en train de me battre là. Non, je suis en train de me battre en fait. D'accord. Donc, je me bats dans le songe jusqu'à transpiration. Je me retrouve dans des eaux, je sors. Et je sors de là avec transpiré de la tête aux pieds dans mon lit. Mais vous vous battez avec qui? Des personnes, on fait des ombres, des personnes. Je vois reconnu personne? On ne peut pas bien reconnaître les visages parce que ça passe en fait. C'est vite fait. L'histoire est quand même passionnante. Et il y a des réactions du côté de Paulus. Paulus Agathon. Alors Caroline, il faut dire que les internautes sont très impatients. Et justement, puisque le thème stipule « Je devais mourir à l'âge de 33 ans », nous avons par exemple le message de Fidèle Bobby qui demande quelles étaient les preuves de cette mort à 33 ans et quelle a été votre réaction face à cette situation. D'accord, je pense qu'on a eu déjà quelques informations là-dessus, renseignements. Oui, est-ce qu'il y a une autre réaction? Oui, celle de Marwan Farad qui dit moi je voudrais savoir pourquoi c'est maintenant que vous décidez de témoigner. Est-ce que le décès de DJ Arafat a eu à influencer voilà, cette relation? Ça, c'est une très belle question. Est-ce que ça a un lien avec la mort d'Arafat, qui lui aussi est décédé à l'âge de 33 ans? Doug Saga aussi est décédé à l'âge de 33 ans. Sincèrement, ce n'est pas une question de lien. Moi, je dis ce qui m'est arrivé à 33 ans. Je pense qu'il doit avoir un problème à cet âge-là. Le problème, je pense spirituellement, à mon avis, hein. Oui, sérieux. Non mais, je suis d'accord avec toi. Hein. Si, parce que, pourquoi? Le 33 ans, c'est le chiffre de l'homme. Et c'est l'âge où, quand tu es jeune là, quand tu as fait plein de conneries, c'est à l'âge auquel tu deviens un homme dont tu dois t'assagir et te repentir. Et si on peut passer à autre chose? Ah bon, d'accord. C'est mieux. Non mais attends, docteur Philo, vous n'avez pas 33 ans. Non mais c'est bon, son témoignage est très... Allez-y, posez les questions. Dites-nous. D'accord. Oui. Oui, bien sûr. Kurt Cobain, il y en a plein. C'est un mythe. Hein. C'est un mythe. C'est un mythe, je suis d'accord avec toi. C'est un mythe. Alors, finalement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, voilà, donc du coup, là, je commence à prier et je me dis, une minute, ok, je cherche des numéros d'hommes de Dieu, je tombe sur un homme de Dieu, je parle au téléphone avec lui. Il me dit, ah, mais mon frère, je dis, en fait, je m'appelle, tu t'appelles Serge Defallé. Tu es tant, tu as fait tes sons, tu étais aux États-Unis. Lui commence à me donner la révélation de ma vie. Au téléphone, je n'ai jamais vu. Je dis, mais mon frère, toi, tu es où? Et puis tu parles, il dit, je suis à Faya, viens me trouver là. Parce que toi, ton cas est trop spécial.
J'ai dit, mais donc, je vais le rencontrer. Et il me dit, ben, maintenant, il faut que tu acceptes le Seigneur, il faut que tu pries, il faut que, voilà, en fait, il faut que tu choisisses ton camp. Alors finalement, si vous êtes là aujourd'hui, à 42 ans, c'est que vous avez été délivré voilà, de la mort. Après cette étape, et aujourd'hui, quand les gens commencent à se poser des questions, pourquoi Serge Defalé a quitté le coupé décalé pour aller chanter pour Dieu? Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter le coupé décalé pour chanter que pour la gloire de Dieu. C'est une très belle chute. Merci beaucoup Serge pour ce témoignage plus qu'édifiant. Et c'est donc sur ces mots que nous allons retrouver le doyen. Bienvenue Néba pour 5 minutes. Bienvenue Néba, c'est la minute du doyen. Alors, je voudrais reprendre une citation que vous avez donnée. Une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Tout à fait. Serge Defalé n'avait pas de principe. Il n'avait pas de principe et en plus il était très incrédule. Or la vie est une belle aventure. Mais ces chemins sont multiples. Quand vous êtes dans un chemin, Dieu merci pour les croyants, Dieu a mis des gens certaines personnes qui ont le pouvoir de comprendre, d'avoir des révélations. Il ne faut pas être fermé, entièrement fermé. Il faut se laisser guider par sa foi, quelle que soit sa foi. Je ne prêche pas pour une paroisse, je ne prêche pas pour une église. Mais quand on est musulman, il faut pouvoir faire confiance à cette foi-là et progresser par rapport à ça. Sur ce, je vais vous raconter une petite anecdote en 2 secondes. J'ai ma voisine, il y a longtemps, qui est musulmane, dont la mère est venue, elle ne me connaissait pas. Et un matin, ma voisine frappe à ma porte, elle me dit que ma maman te dit de faire un sacrifice. Je suis catholique, chrétien. Faire un sacrifice, il faut faire un don à quelqu'un et puis il faut prier. Parce que, bon, je dis, c'est quoi cette histoire? Moi, bon, je n'ai rien dit à ma voisine, j'ai dit, j'ai compris. Puis quand elle est partie, ça m'a tracassé, je suis allé voir un prêtre. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il m'a dit, ah, il y a des gens qui ont des révélations, mais comme tu n'es pas musulman, demande des messes. Demande des messes, ça va compenser ça. Et j'ai demandé des messes. Quelques années après, la dame est revenue. Elle m'a dit, ah bon, tu as fait ton sacrifice, je vois mieux ton visage maintenant. Ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a la réalité, il faut avoir la foi. Et suivre sa foi. Je pense que cette réponse que vous avez eue, c'est parce que vous avez hésité. Dieu merci. Vous chantez maintenant pour la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, le doyen. Bienvenue les gars. Alors Serge Defalé, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez réussi depuis lors à impacter certains artistes ou certains amis dans le milieu? Bien sûr, parce que ça fait cette histoire, elle a démarré à 5 ans. Et depuis près de 5 ans, mon Facebook, je ne parle que de Dieu, je parle de rien d'autre. Tous ceux qui sont amis avec moi sur Facebook le savent. En dehors de parler de Dieu, oui, je rencontre si, bien sûr. Vous sentez le changement? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous faisiez auparavant que vous avez arrêtées? Oui, moi personnellement, il y a beaucoup de choses que je faisais auparavant que j'ai arrêtées. Vous êtes toujours dans le milieu de Oui, dans le showbiz, je travaille, je fais mes affaires, tout. Mais est-ce que c'est compatible? Non. Ça ne vous amène pas à violer certaines règles, certains principes? Ça dépend d'où tu sors. Si tu ne sais plus d'où tu sors, là, tu peux t'amuser. D'accord. Moi, je sais d'où je sors. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Et bon vent pour la suite. On vous souhaite une belle carrière. Mais récemment, j'étais en concert, j'étais en guest star au Palais de la Culture avec Excel. Grand concert, 4000 places. Les gens ont pu voir les réactions quand j'ai commencé à chanter. Bravo. Parce que quand je chante pour la gloire de Dieu, je chante vraiment de mon cœur. Comme Atolago Isaïenoa Zezeo Ayena Yujibaje. Merci beaucoup. Une fougue et un zèle mis au service du Seigneur. Merci beaucoup Serge Defalé d'être venu partager ce témoignage avec nous. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à cette émission. Sur ce, nous allons retrouver